Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Tom, j'aimerais que tu nous parles de Wab Kinew, que tu nous présentes ce gars-là. C'est qui ça? Alors, Wab Kinew est le nouveau premier ministre élu de la province du Manitoba, issu des Premières Nations en Ontario. Il a été un personnage assez connu à la radio de Radio-Canada côté anglophone, CBC, très respecté, hautement intellectuel, abordait les sujets d'une manière qui pouvait communiquer avec aisance. Et je pense que c'est cette capacité de communication qui était un de ses atouts lors de la récente campagne. Rappelons que la première ministre Stephenson, elle a remplacé le prédécesseur du conservateur au Manitoba, Brian Pallister. Pallister avait démissionné en plein milieu d'un mandat majoritaire sans jamais donner de raison. Il était juste tanné de faire ça. Alors, la première ministre Stephenson était plus ou moins bien accueillie au début. Elle a réussi quand même à s'imposer. C'était pas une catastrophe. C'était pas un raz-de-marée, mais c'était une majorité solide pour Wab Kinew. Mais pour une jeune génération, puis je remonte, Richard, à l'incroyable rapport qui avait été préparé par René Dussault et sa commission d'enquête. Il y avait d'autres acteurs, principalement Dussault et un autre. Mais dans son rapport, il rappelait aux gens, regardez la démographie des jeunes autochtones à travers le Canada. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de finalement mettre des choses concrètes sur la table. Et c'est cet appel-là qui, je pense, a été entendu par les gens du Manitoba parce que Kinew représente cette nouvelle génération. Il mentionnait, par exemple, que son père n'avait pas droit de vote parce qu'il était autochtone. Jusqu'en les années 60, les Autochtones n'avaient pas le droit de vote. Donc, il est en train de devenir un modèle. Il a été attaqué. Il a un passé un peu trouble, comme beaucoup de jeunes, et surtout dans leur communauté. Mais je pense qu'il représente beaucoup d'espoir. On vient de noter l'importance de la vérité, de la réconciliation. On a mis une journée sur le calendrier là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui frappe dans le miasme politique canadien actuel, l'arrivée de Wab Kinew comme premier ministre. Tom, pardonne-moi ma méconnaissance, mes trous de l'histoire canadienne, mais est-ce que c'est le premier autochtone à être élu premier ministre d'une province? Oui, définitivement. Et c'est ça qui éclate dans le ciel de la politique canadienne. C'est vraiment un symbole. Il y a plein de choses à redire, par exemple, sur Greg Fergus. Il est très partisan à mon point de vue, mais beaucoup de qualités aussi. Mais Singh a dit quelque chose d'important sur Fergus parce que les deux, c'était à une journée l'un de l'autre. Il dit, quand un jeune qui est d'une minorité visible se promène dans les corridors du Parlement, il voit sur le mur que des hommes blancs. Il dit, il voit personne qui le représente. Lui, il représente sa communauté, sa collectivité. Cette grande proportion des gens au Canada qui sont issus d'autres minorités et d'autres religions. Alors, l'arrivée de Fergus, un homme noir, à la présidence de la Chambre des communes pour remplacer Anthony Rota, participe, à mon point de vue, à ce réveil qu'il y a des gens de très grands talents qui se révèlent et qui peuvent justement représenter de l'espoir pour les jeunes générations qui débranchent de la politique, disent que ça me parle pas, ça me représente pas. Donc, moi, je vois ça vraiment très effectivement, positif. la même journée, un autochtone et, la veille, c'est une personne noire qui ont des postes importants. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est magnifique. Je veux dire, il y avait eu un métis qui avait été premier ministre des Prairies aussi, mais là, c'est la première fois qu'un autochtone y arrive. C'est comme pour le nouveau président de la Chambre, c'est même une nouvelle génération. Et puis, pour le premier ministre du Manitoba, il est trilingue. Il parle sa langue autochtone, le français et l'anglais. Donc, ce serait un excellent candidat un jour pour être gouverneur général. On pourrait avoir quelqu'un qui parle les trois langues. Non, mais moi, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle. Et là, on peut rien dire. Il n'y a pas eu de quota. Il n'y a pas eu de programme d'accès à l'égalité. Ils ont été élus au mérite, sur leur qualité, sur leur capacité, puis parce qu'ils avaient une base électorale et dans des élections contestées. Je veux dire, c'est parfait. Ce sont d'excellentes occasions de démontrer que parfois le système fonctionne. Et Jean-François, tu veux justement, la porte est ouverte, nous parler peut-être du malaise entre François Legault et les Autochtones, le dossier autochtone. Oui, alors,
hier, le protecteur du citoyen a envoyé vraiment une grenade dans le bateau qui était déjà troué de M. Legault en disant que sur la question autochtone, même si Yann Lafrenière, le ministre responsable, projette l'image de quelqu'un qui agit puis qui est à l'écoute, etc., sur la commission vient, il y a seulement le tiers des recommandations qui sont soit réalisées. La commission vient, c'était la commission qui a été mise sur pied après les agressions sexuelles imputées à des officiers de la SQ à Val-d'Or et qui a fait une tournée et qui a fait des recommandations à la fois pour la justice, la jeunesse et la santé. Le gouvernement s'est engagé à les mettre en œuvre le plus vite possible. Ils sont là depuis 6 ans et il y a seulement le tiers où c'est réalisé ou en voie de réalisation. Donc, il y en a les 2 tiers qui ne sont ni réalisés ni en voie de réalisation, ce qui est beaucoup, là, tu sais. Alors, donc, le protecteur du citoyen dit que, bien sûr, certaines des recommandations vont demander plusieurs années, surtout celles qui demandent de co-rédiger des lois ou d'avoir les 3 paliers, c'est-à-dire les fédérales, provinciales et les autochtones à la même table. On sait que c'est jamais rapide, mais quand même, il trouve qu'il y a des insuffisances importantes. Et ça met M. Lafrenière sur la défensive, surtout que ces 2 derniers projets de loi, un sur les langues autochtones, puis l'autre sur la sécurisation culturelle dans la santé, ont été dénoncés vivement par plusieurs, pas tous, mais plusieurs groupes autochtones. Donc, il n'arrive pas à montrer qu'il construit des consensus. Et ça, Tom, c'est vraiment l'angle mort du gouvernement Legault, ça, les dossiers autochtones. C'est tellement bien choisi comme image, Richard. Regardons la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Alors, si on le regarde, il n'y a rien là-dedans pour effrayer. Pourtant, Legault, qui est un homme intelligent, mais qui regarde un petit peu dans l'autre miroir, bon, pour lui, c'est qu'est-ce qu'on regarde l'économie, on regarde ces choses-là. Mais pour lui, ces grandes questions sociales-là, il se fait vite une idée. Puis il répète tout le temps la même chose. S'il se fait donner une factoïde ou un autre, alors pour lui, la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, ça peut vouloir dire non, un veto. Il y a un droit de veto là-dedans. Il n'y a pas de droit de veto là-dedans. Mais lui, il s'est convaincu de ça. Donc, plutôt que d'avoir une approche proactive, il retient toujours son ministre. Soit dit en passant, je pense que Yann Lafrenière a vraiment le cœur à la bonne place. Okay? Je pense que ce gars-là a eu le temps de rencontrer, d'écouter. Puis c'est un gars très, très affable, très intelligent, très capable, très expérimenté. Mais il est retenu par Legault. Et ce que je trouve intéressant dans notre conversation ce matin, c'est qu'on est en train de prendre un exemple où justement les angles morts de Legault, on les laissait un petit peu de côté. Mais là, on dirait que c'est minuit, puis la carrosse de Cendrillon est devenue une citrouille, puis tout le monde regarde Legault et Geneviève Guilbeault, puis son invraisemblable sortie sur toutes les lacunes du gouvernement Legault après 5 ans. C'est comme si la magie était sortie de la relation entre la CAQ et le peuple québécois. Puis ça, c'est un autre exemple. Les gens disent, « Hey, t'es un gars correct, Lafrenière, il travaille fort, tu l'écoutes pas, puis les affaires qu'il amène sont toutes broyées par les fonctionnaires de la CAQ en arrière, puis ça revient, puis plus personne veut de ça. Commence avec les choses essentielles. Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, faites-le. Reconnais-le, accepte-le en droit québécois, puis on verra la suite. Mais Richard, je veux dire aussi qu'il y a de l'intransigeance du côté de Justin Picard. Là. Je veux dire, tu vois, sur les projets de loi, Picard a décidé, lui, c'est le chef des Premières Nations du Québec et du Labrador. Et donc, lui a décidé de boycotter les commissions. Mais il y a d'autres communautés autochtones qui ne boycottent pas, qui participent de façon critique, mais ils participent. Bon. Et sur la question du principe de Joyce, par exemple, le principe a été écrit par les Atikamekw au lendemain de la tragédie de Joyce, et ils ont mis la reconnaissance du racisme systémique. Bon, tant que tu mets pas ça, ils veulent rien savoir. Oui, mais est-ce qu'on pourrait faire tout le reste, puis pas ça, parce qu'on s'entend pas là-dessus? Ben, il y a de l'intransigeance aussi. Attendez qu'il y ait un autre gouvernement qui veuille le faire, ce bout-là. Est-ce qu'on peut avancer sur les points de consensus? Et il semble y avoir de l'intransigeance dans le système. C'est dommage parce qu'il se fait des choses au sol. Par exemple, à l'hôpital de Joliette, il y a un très grand nombre de changements qui ont été faits. C'est pas vrai qu'il ne se fait rien.
Mais sur les trucs symboliques, on semble pas pouvoir avancer à cause d'intransigeance, des deux côtés. Tom, pour ceux qui n'ont pas... Oui. Je suis moins sévère sur l'intransigeance, qui est un peu tout le motif, que sur l'indifférence, ce qui est parfois pire. C'est-à-dire, c'est pas une priorité. Gouverner, c'est avoir des priorités. Ouais. Alors, Legault n'a aucun sentiment dans ses tripes de l'importance de la relation de nation à nation. Pour les barrages. Et donc, ça barrages. transparaît dans son approche. Pour avoir ces barrages-là, il va donner beaucoup de choses aux communautés autochtones qui sont concernées. Ouais. Il y a une expression... Je suggère à chaque communauté autochtone au Québec d'avoir une rivière prête à être harnachée. C'est ça, la clé. Il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, et Tom, tu pourrais peut-être m'aider pour la traduire. Je ne sais pas comment la traduire, Jean-François. Perdre son mojo. Perdre son mojo. C'est ce qui arrive avec François Legault. Il perd son mojo. Comment on peut dire ça? C'est cet élan vital, c'est ce oomph. Et oui. Les gens le sentent, hein? Il est plus sur son X. Il est plus sur son X que les jeunes diraient, là. Non, et Jean-François, tantôt. Sur la tête. Tom, tantôt, parlait justement de la sortie de Geneviève Guilbeault. Tom parlait de la sortie de Geneviève Guilbeault, là, qui faisait la liste de tout ce qui ne fonctionnait pas dans son propre gouvernement. Écoute, rappelle-nous ça, Jean-François, pour ceux qui n'ont pas suivi nécessairement. Bon, alors, c'était... il y a un truc que moi, quand j'étais ministre, je détestais ça, probablement Tom aussi, c'est que l'opposition a le droit de te faire rester à Québec le vendredi matin, ce que tu ne veux jamais faire si tu n'es pas de Québec. Pour une interpellation, ça dure 2 heures. Puis là, donc, l'opposition a autant de temps que toi pour te critiquer, puis là, tu réponds. Okay? Puis là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était à son tour, puis c'était sur les promesses brisées de la CAQ. Lui, c'était dans sa stratégie. On était à la dernier vendredi avant l'élection d'Argent Talon, et il faisait la liste, y compris sur le mode de scrutin. Vous avez brisé votre promesse. Fait que là, elle répond en disant, dans le porte-à-porte d'Argent Talon, j'en fais beaucoup, personne me parle du mode de scrutin. Ils me disent, les écoles sont en ruine, les routes, ça va mal, il y a trop de trafic, j'ai pas de médecin de famille. Bon, c'est de ça qu'ils me parlent. Puis là, elle se rend compte de ce qu'elle vient de faire, puis elle dit, mais ils nous en parlent moins qu'avant. Alors là, le PQ a pris, évidemment, la clip, c'est devenu viral 2 jours avant l'élection d'Argent Talon. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, je la blâme pas, j'adore les politiciens qui disent la vérité. Peut-être qu'elle aurait pu attendre le lendemain de l'élection pour la dire. Non, c'était fantastique. Puis Chapelot a fait un mot à mot avec ça. Et Legault à côté en train de dire, OK, ça suffit, Geneviève. On a entendu. Les garderies étaient là-dedans. Tout ce qui va pas. Ouais. Tout ce que Legault avait promis de faire, les médecins de famille, c'est suave, ça sort de sa bouche. Hey, les gens n'ont pas de médecin de famille. Allô, tu commences ta 6e année au pouvoir, tu es en train de donner la liste de choses que vous n'avez pas faites. Puis je dois dire que c'est un signe de fatigue parce que Geneviève Guilbeault, dans mon expérience, c'est une très bonne communicatrice. Okay? Tu as vu, elle va être très bonne dans l'opposition. As-tu vu, elle va être bonne dans l'opposition. Elle sait comment faire la liste des choses qui vont mal. Oui, mais le problème, c'est qu'elle ne serait jamais réélue dans sa circonscription avec les chiffres qu'on a eus cette semaine. Elle est assez brillante pour le savoir aussi. En terminant, je vais commencer par Jean-François. Radio-Canada, Thomas Gerbet de Radio-Canada a sorti là, que le système de santé s'achemine vers un déficit d'1 milliard de dollars et que là, il y a des notes qui circulent où on demande aux différentes institutions du système de santé de revoir là, leur projet à la baisse, là, de faire des compressions, de serrer la ceinture. M. Dubé dit non, il n'y aura aucune compression. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Jean-François. Ben, moi, j'avais bien entendu M. Barrette, par exemple, quand il était ministre de la Santé, dire les compressions n'auront aucun impact sur les services. Aucun. Maintenant, on a vérifié et c'était pas vrai. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai que les compressions n'ont pas d'impact sur les services parce que les salaires, les budgets dans la santé, c'est des immeubles et des salaires, puis des médicaments. Il n'y a pas grand-chose là qui est gaspillé là-dedans. Alors, c'est pas. Moi, j'ai vécu ça quand on était au gouvernement. À un moment donné, on avait des déficits qui s'accumulaient soit dans les commissions scolaires qui existaient à l'école, soit dans le système de santé, soit ailleurs. Et en cours d'année, il fallait faire un ajustement. 1 milliard sur le budget total de la santé,
c'est pas une catastrophe. Ça peut se faire en faisant en sorte de reporter certains investissements, par exemple, mais c'est sûr que dans une situation où on est déjà en tension et en pénurie, je vois pas très bien comment ça va se faire sans toucher les services. Richard, ça me donne l'occasion de parler d'un autre événement de cette semaine directement relié aux services disponibles en santé. C'est le très haut taux d'échec trafiqué par l'Ordre des infirmières dans son bras de fer avec le gouvernement pour savoir si c'est formation cégep ou universitaire. Troisième et dernier rapport de l'extraordinaire commissaire André Garriépé, qui est un gars minutieux, mais qui a du courage. Parce que là, il y va vlam, directement sur ce qu'a fait. Et il dit, ils ont ignoré les autres rapports. Ils vont essayer de vous faire croire le contraire. Voici les faits. Bam, 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 bam. C'est dévastateur comme rapport. Et là, c'est quelque chose que le gouvernement peut faire. Parce que si tu as l'occasion d'accompagner un être cher dans les hôpitaux régulièrement, tu sais qu'il y a des services entiers où on peut manquer 30-40% de l'effectif infirmier dans une journée. Ça, il s'agissait de centaines, voire de milliers d'infirmières qui peuvent travailler avec un truc limité de temps-ci parce qu'elles ne sont pas encore infirmières, qui sont prisonnières d'un bras de fer entre l'ordre et le gouvernement sur cette question tout à fait secondaire. Il y a des services qui ne sont pas rendus, le public en souffre, des étudiantes qui ont suivi toutes les règles, qui ont réussi tous les cours accrédités par le gouvernement, se font dire par l'Europe, ah ben non, c'est pas très bien ce que le gouvernement fait, on veut faire ça à l'université. C'est scandaleux, c'est grotesque, c'est totalement inacceptable. Et où est M. Dubé là-dessus? Où est la ministre responsable de l'application des lois professionnelles qui s'appelle Sonia Lebel? Je comprends qu'elle est tout à fait prise avec les négociations de ce temps-ci. Mais je m'excuse, elle a ce titre-là, c'est un dossier qu'elle a déjà eu, elle sait, elle connaît la chanson. Et le fait qu'ils n'agissent pas est un scandale et ça participe à tout ce qu'on dit ce matin. La réalité est en train d'éclater au grand jour. Non, vous êtes le gouvernement. Vous devez avoir des priorités, faire des choix et vous êtes responsable de la protection du public dans le domaine de la santé. Arrêtez de niaiser avec la rondelle. La tutelle pour l'Ordre des infirmières me semble une des seules voies qui s'ouvre au gouvernement en ce moment. Le temps de prendre le contrôle de cette question-là et après de laisser un ordre qui a de l'allure reprendre le contrôle au nom de la protection du public. Merci à vous deux. Bonne journée. On se reparle demain. Merci.